Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV et FM. Bienvenue à votre émission Actu en 7 qui, comme chaque semaine, fait le tour d'horizon de l'actualité de la semaine, internationale comme internationale. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du code de la presse qui tarde à être voté. Comme vous le savez, ce code de la presse est en train de moisir dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, surtout que le chef d'État, avec sa dernière sortie, émet certaines réserves, sinon beaucoup de réserves par rapport à ce code de la presse. Les journalistes ne doivent pas être au-dessus de la loi. Surtout, il précise même qu'il n'est pas question que certains citoyens qui commettent des délits un délit n'est pas en prison. Alors ça, c'est par rapport à la dépénalisation des délits de presse. Alors, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que ce code est bien compris par les députés? Est-ce que ce code est bien compris par les citoyens? Alors, c'est ça la question, parce que d'aucuns estiment, en tout cas les professionnels de la presse estiment que ce code est mal compris, mal expliqué aux populations. C'est pourquoi que certaines personnes ou certaines autorités tardent à ce code de la presse. Nous allons aussi évoquer l'union des associations des élus locaux. Vous comprenez, vous me voyez venir pour parler du cas Aliou Sall, qui a été élu à la tête de cette association, de cette structure, et qui a soulevé un grand tollé au Sénégal, au point même que M. Sall avait décidé de se retirer, de démissionner, malgré le soutien de ses pairs. Hier, on a appris qu'il est revenu sur sa décision, qu'il dit qu'il va encore occuper, en tout cas, cette association, la tête de cette association-là. Alors, est-ce qu'il y a un cas Aliou Sall? Pourquoi Aliou Sall dérange? Est-ce que, par exemple, qu'il a trop cumulé, ou c'est tout simplement parce que, voilà, il semble être un Karim Wade bis, qui était ministre du ciel et de la terre, comme on l'appelle. Et pour finir, nous allons donc parler du Burundi. Nous allons parler du cas Nkurunziza qui a échappé belle. Alors, pour parler de toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Kadiali Diakité, ancien de la RTS. M. Diakité, bonjour. Avec lui sur ce plateau, nous recevons notre analyste politique, un doyen de la presse, Pathé Mbodj. Il est analyste politique, sociologue. Voilà, M. Mbodj, bonjour. Alors, je reste avec vous, Kadiali. Le code de la presse pose problème. Est-ce que ce code, comment est-ce que vous le voyez, vous? Professionnel, si vous posez cette question-là, plutôt il faut poser la question comment les différents acteurs de la vie publique sénégalaise voient ce code-là. Mais d'abord, je voudrais rectifier en disant que je ne suis pas un analyste politique, je suis plutôt un observateur de la vie publique sénégalaise. Je pense que beaucoup plus humblement, c'est comme ça qu'il faut vous désigner. Voilà, je suis un journaliste. Je suis un journaliste à la retraite, observateur de la vie publique sénégalaise. Voilà. Donc, pour en revenir au code de la presse, au stade où nous en sommes, avec tout ce qui a été déjà dit sur ce code, je pense pouvoir dire que ce code est compris. Le contenu est connu, le contenu est compris. Le problème qui se pose maintenant, c'est les acteurs qui sont concernés par ce code. Chacun essaie de défendre sa chapelle. Et c'est tout à fait logique et normal. À travers ce code de la presse, les journalistes essaient également de promouvoir un cadre d'exercice de leur profession qui soit conforme aux règles, à la déontologie, à l'éthique de cette profession et également à une certaine sauvegarde de ce métier-là. Les autres acteurs qui sont en face, notamment ceux qui sont parmi ceux qui font l'actualité, notamment les autorités étatiques, les hommes politiques, chacun essaie de voir comment se protéger des dérives ou des abus des médias. Les populations également sont là à observer ces deux acteurs s'affronter autour de ce code-là. Et les populations veulent comprendre ce qui se passe. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui se développent autour du code de la presse. Et je pense qu'il faut expliquer tout ça en le plaçant dans son contexte. Nous nous trouvons dans quel contexte aujourd'hui au Sénégal? Nous nous trouvons dans un contexte de large ouverture des médias, du paysage médiatique sénégalais. C'est ce que le chef d'État a dit. Oui. Moi, je ne me réfère pas à ce que le président a dit. Je me réfère à ce que je constate, ce que je vois, ce que je vis en tant que professionnel. Ce que je vois, ce que je vis et ce que je constate en tant que professionnel, c'est que nous sommes dans un contexte d'ouverture assez large des médias, du paysage audiovisuel, du paysage médiatique d'une manière générale sénégalais, à travers les médias électroniques
et les autres médias traditionnels, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et tout cela. Et par conséquent, cette ouverture a laissé entrer beaucoup de gens qui ne sont pas réellement des professionnels de l'information, dans le sens de journalistes, à proprement parler, qui respectent un certain professionnalisme, qui respectent l'éthique et la déontologie de ce métier-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre métier est plus ou moins dévoyé par une certaine catégorie de personnes qui s'est incrustée dans ce métier-là. Et cette déviance porte préjudice à l'image même de la profession. Ce que, à mon avis, les professionnels doivent chercher d'abord à défendre, à corriger. Comment? C'est en cherchant à mettre des garde-fous qui permettent non seulement d'extirper du métier ceux qui sont étrangers au métier, ce qui est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, parce que c'est un contexte de large ouverture, mais en même temps d'empêcher, par la même occasion, l'entrée de nouvelles personnes étrangères à ce métier-là, de sorte que on puisse avoir un métier où les gens sont d'accord pour respecter d'abord le professionnalisme du métier. Donc ça veut dire qu'ils aient les qualifications nécessaires à toutes les étapes de production, de collecte, de production et de diffusion de l'information. Et ensuite, qu'ils soient respectueux de l'éthique et de la déontologie, et dans lequel cas, qu'ils soient mis dans des conditions telles qu'ils soient à l'abri de quelque corruption que ce soit, ou de quelque manipulation que ce soit. Parce que ça aussi, ça fait partie des aléas de notre métier-là. Alors, voyant tout cela, je me dis que, quelque part, ce code de la presse, il est bien vrai, tout le monde souhaite qu'il soit voté. Nous, en tant que professionnels, nous souhaitons qu'il soit voté. Mais est-ce qu'il n'est pas quelque part la charrue avant les bœufs? Compte tenu du contexte, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, on est envahi. Notre métier est envahi par d'autres qui ne sont pas du métier. Il faut qu'on fasse un discernement net et clair entre ceux qui sont du métier et ceux qui ne sont pas du métier. Beaucoup de gens se réclament du métier aujourd'hui, ils ternissent l'image du métier. Et quand on voit tout cela, c'est de bonne guerre que ceux qui sont appelés à consommer nos produits se méfient, qu'ils fassent attention et qu'ils veuillent se protéger. C'est tout à fait normal. Alors, s'ils se défendent, nous aussi nous défendons notre métier, il faudrait qu'on trouve un terrain de dialogue, un terrain de concertation, un terrain de discussion qui nous permette à chacun de clarifier les choses. Je pense que quelque part, c'est cette discussion qu'il faut initier, en tout cas, si elle est déjà initiée, l'approfondir et la pousser davantage pour qu'il y ait un consensus qui permette de voter cette loi-là. Parce qu'une loi, quoi qu'on dise, c'est une loi qui va jouer sur la vie publique sénégalaise et elle doit donc recevoir un sorte de consensus de l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par son application. Voilà, merci. Pathé Mbodj, ce consensus-là, comment arriver à ce consensus-là pour faire voter ce code de la presse ou bien l'aménager, en tout cas pour arriver à quelque chose qui puisse en fait redorer le blason du journalisme sénégalais? Arriver à un consensus sera difficile. Chaque fois qu'il est question de faire adopter un nouveau code, il y a toujours des problèmes qui se posent. En 1974, avec Gabriel Jagomis et Mokhtar Kébé, quand il s'agissait de passer de l'ANJS, parce qu'eux, ils avaient fait l'ANJS au SENPIX, il y a eu une période de flottement pour savoir qui était communicateur, journaliste, technicien ou professionnel de la communication. Le même problème se pose aujourd'hui. Ce n'est pas à l'ère des réseaux sociaux qui est envoyé par les sans-papiers. Ça a commencé à partir des années 80, où tous les sans-papiers se sont retrouvés dans une profession apparemment très facile. Tout le monde peut être journaliste. Il est peut-être difficile d'être un bon journaliste, mais tout le monde peut être journaliste. Au demeurant, nos prédécesseurs, les tout premiers, n'étaient pas eux-mêmes sortis d'une école de formation de journalistes. Et poser le problème aujourd'hui aussi reviendrait donc à retourner sur nos pas et savoir qui inclut ou qui ne pas inclure. Mais ça, c'est seulement au niveau des sans-papiers. Mais l'invasion des sans-papiers a créé aussi une démoralisation
de la profession. Une démoralisation à laquelle les politiques eux-mêmes ont participé. Parce que quand le chef de l'État dit qu'il y a beaucoup, il oublie qu'il a cherché midi à 14 heures et qu'il a un président de conseil d'administration qui est récompensé parce qu'il y a un moment où lui-même a utilisé quelqu'un qui n'avait apparemment aucune éthique pour attaquer, insulter à longueur de journée. Si aujourd'hui il est de l'autre côté de la barrière et qu'il se sent titillé... Vous voulez dire qu'à un certain moment, Macky Sall a financé des journaux qui attaquaient les... Mais c'est le rôle des politiques. C'est le rôle des politiques. Bon, tous les gouvernements en ont. Tout le monde sait l'origine de Il est midi, si vous voulez que les choses soient claires. Hein? Et il faut comprendre pourquoi... Il est midi, c'était qui? C'était Macky Sall. En tout cas, non, on vous parle de l'histoire de la presse. Vous voulez qu'on parle de la presse? Quand il y a des sans-papiers qui investissent un secteur, ils y viennent sans éthique, sans morale, sans professionnalisme. Et s'ils tombent sur des individus sachant exploiter cette absence de vertu et de morale, vous comprenez un peu pourquoi. Parce que si les journalistes ont mauvaise presse, c'est parce que ceux qui les utilisent et ceux qui les emploient n'ont pas une claire perception de l'éthique et de la déontologie. Et nous sommes dans cette société-là, plus maintenant, puisque tous les problèmes sociaux sont des problèmes de la démographie, plus il y a de journalistes, plus le gâteau à partager devient plus petit, et plus les gens sortent, imaginent des manières de faire qui ne soient pas très orthodoxes. Si, en plus de ça, nous vivons une période où, avec la concurrence, il y a la dépêche, bon, on ne corrige même plus, on ne vérifie même plus, et puis on fait du n'importe quoi, sauf du journalisme. C'est-à-dire, moi je disais souvent à mes enfants, il y a un certain nombre d'années, qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance. Parce qu'ils sont arrivés à une période où apparemment tout est là, tout est facile. Mais ça ne fait plus fonctionner l'intelligence. Et nous sommes dans cette période-là où tout est là. À partir de ma chambre, je peux faire un quotidien tous les jours. Avec la création des sites internet. Non, même le papier, le journal papier, je peux faire un journal tous les jours. En ligne les journaux en ligne et tout et tout. Et bon, si je ne suis pas très regardant sur la manière de faire, bon, et si je suis obligé de me nourrir, bon, on va attaquer des gens gratuitement, bon, parce que vous savez ce que c'est, comment ça fonctionne chez nous. Maintenant, il y a le problème du code. Le code est bien, il est fait par des professionnels qui cherchent à préserver leur outil de travail s'ils se trouvent du travail et à améliorer la situation de ceux qui travaillent à l'intérieur. Donc il y a les pratiquants et ceux qui les emploient et ceux qui en vivent. Nous avons tendance souvent à nous regarder trop souvent le nombril et à demander à être exclus de certaines sanctions. Moi, j'ai toujours été contre, Latif aussi à un certain moment, en tout cas, je ne sais pas si... Il a dit hier, par exemple, les journalistes critiquent le travail des autres, mais n'aiment pas qu'on critique le travail. Non, moi j'ai toujours été contre la dépénalisation, par exemple. C'est une prime à l'irresponsabilité. Je pense qu'un journaliste qui fonctionne selon l'éthique, sa déontologie et sa morale personnelle n'est pas susceptible d'être traîné devant les tribunaux. Justement, Kadiali, c'est que beaucoup de gens ont retenu dans ce nouveau code de la presse, c'est la déprisonnisation. Dépénalisation. La dépénalisation, ou bien la déprisonnisation, en tout cas, comme ils le disent. C'est-à-dire que le journaliste qui commet une faute, un délit, n'aille pas en prison. Alors, beaucoup de gens, c'est ce qu'ils comprennent. Alors, pourtant, ce code inclut beaucoup d'autres choses. Oui, ça inclut des mesures qui permettent de sanctionner l'entreprise dans laquelle travaille le journaliste. Par exemple, quand un journaliste commet un délit, au lieu de l'envoyer en prison, on lui file une amende qui coûte peut-être 100 millions. Alors... Ouais, et s'il ne peut pas payer cette amende, ça veut dire qu'il est exclu de la profession. Bon, mais il y a d'autres clés qu'on peut utiliser pour empêcher le journaliste de se comporter d'une certaine façon, le journaliste entre guillemets, parce que comme disait doyen Patembot, un bon journaliste, un journaliste qualifié qui est respectueux de l'anthologie, se défend lui-même
de commettre certains travers. Et je dois un peu rectifier le doyen en disant que ce n'est pas seulement le fait d'être formé dans une école classique qu'on est un bon journaliste. La plupart des meilleurs journalistes des temps sont reconnus comme n'ayant pas été dans aucune école de formation, mais qui sont formés à l'école de la vie, à l'école de la pratique. La référence. Une bonne référence, mais il y a d'autres écoles qui forment des professionnels dans beaucoup d'autres domaines, mais rien que pour l'argent, et les diplômes sont donnés gratuitement. Je n'ai pas cité d'école, mais il y en a beaucoup. Il suffit de faire un peu de recherche et d'enquête pour se rendre compte que certaines écoles ne devaient même pas exercer. Parce qu'on délivre des parchemins à des gens qui vont se faire passer pour telle qualification, alors qu'ils n'ont pas la qualification réelle. Et ça, c'est un gros problème. Donc si on veut se baser simplement sur l'école fréquentée et le diplôme présenté, on fait fausse route en disant que tel est journaliste ou tel ne l'est pas. Le journaliste, c'est dans le comportement, c'est dans la réaction face à l'événement, c'est dans la réaction face au traitement de l'information et la manière de donner cette information-là. Tout cela implique que nous devons faire attention pour faire preuve de discernement, pour faire la différence entre ceux qui sont journalistes et ceux qui ne le sont pas. Je disais que la tâche est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Patembo l'a dit, avec les outils électroniques maintenant, avec les nouvelles technologies, tout le monde peut créer son journal, tout le monde peut créer sa radio, sa télévision ou faire sa production. Mais dans tout ce lot-là, on peut faire un distinguo net entre ce qui est professionnel et ce qui ne l'est pas. Vous allez dans les grandes télévisions professionnelles, mais ils ne vous prendront pas n'importe quelle vidéo et n'importe quel son, ou les radios, ils ne vous prendront pas n'importe quel son. Les journaux qui seraient également, ils ne prendront pas n'importe quel papier et n'importe quelle photo pour les publier. C'est tout quelqu'un qui appelle sur les talk shows, quelqu'un qui appelle, dit que oui, il y a telle chose se passe ici, sans vérification, et on envoie la vidéo. Problème, c'est que même la plupart de nos radios et télévisions, ou journaux privés ou publics, sont tombés dans les travers de cette grande ouverture à ces gens qui sont étrangers au métier, simplement par l'appât du gain. Et c'est l'appât du gain qui est notre malheur à nous tous. Avec l'appât du gain, on a fait la promotion de la médiocrité et de la... comment dire encore, de l'obscénité, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de tout ça, ces gens-là, ayant été adulés du titre de vedette ou de je ne sais quoi, se sont mis à croire qu'ils sont intouchables et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est le résultat aujourd'hui. Beaucoup de gens se plaignent des comportements de certaines personnes qui sont dans les médias et qui ont des attitudes vraiment qui n'ont rien à voir avec la profession. Ça, c'est un grand problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les acteurs politiques, l'État et les populations ne sont pas des ennemis de la presse. La presse non plus n'est pas leur ennemi. Nous sommes les protagonistes de la vie publique sénégalaise. Nous devons pouvoir trouver un terrain d'entente pour que chacun exerce ses droits. En démocratie, c'est ça. En République, c'est également ça. Nous avons le droit d'exercer, ou en tout cas de revendiquer nos droits dans la société, comme les autres en ont le droit également. Mais dans cette discussion-là, on doit pouvoir s'entendre. Mais ne pas jeter le poids sur l'un ou l'autre. Et ne pas se chamailler uniquement sur des choses qui n'en valent pas la peine. Il faut faire preuve de discernement et éviter les amalgames et aller droit au but. Moi, je pense que si on arrive à faire ça, on pourra s'en sortir et un bon code pourra être voté et admis par tout le monde. Et en ce moment, tout le monde s'y soumettra, professionnel comme acteur de la vie publique. Oui, Patembo. Avec l'ouverture des réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, il est très facile maintenant de créer son journal en ligne et puis de balancer des vidéos ou bien des informations qu'on trouve même un peu partout. Voilà. Mais c'est parce que le gars n'a pas le réflexe du journaliste. Le journaliste, c'est quoi? C'est la collecte, le traitement et la diffusion. La collecte, c'est aller recueillir à la bonne source. Donc, ce n'est pas la rumeur publique. Ce n'est pas des données spontanées qui ne sont pas données. Une donnée n'est jamais donnée. Elle est avancée, elle reste à être prouvée. Il y a la collecte, il y a le traitement. On ne peut pas dire que quelqu'un appelle à partir d'un talk show pour dire que
ça brûle là-bas pour qu'on prenne pour qui. Il faut envoyer. On disait au début que la radio annonce, la télé montre, la presse écrite explique. Il y a la collecte, il y a le traitement, il y a la diffusion. Si on saute une de ces étapes, on fait du tout sauf du journalisme. Les écoles aujourd'hui ont compris la difficulté, on fait de la communication. Mais communiquer n'est pas informer. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas la même activité de communiquer. Collecter à la bonne source, traiter l'information, diffuser l'information. L'information, on vous dit l'information. Ce n'est pas la propagande. Ce n'est pas la propagande. Maintenant, si on tait soi-même la bonne information, on traite la rumeur, parce qu'on veut faire plaisir à Jean ou à Paul, ou à Amadou, ou à Massamba, pour ne pas seulement parler de Jean et de Paul, mais on fait du tout sauf de l'information. Et si on fait du tout sauf de l'information, le meilleur code du monde ne pourra jamais créer les meilleurs journalistes du monde, les meilleurs patrons de presse du monde. Je me souviens qu'après l'adoption du code proposé par le SYNPICS, ils se sont battus pendant tout ce temps-là pour faire appliquer les règles contenues et les propositions contenues par les patrons de presse. Parce que ceux qui respectent aujourd'hui, dans les maisons de presse en tout cas, la convention, véritablement sont très peu. À preuve, ce que Kadiali appelle les vedettes et autres, perçoivent beaucoup plus d'argent que les journalistes. Il faut voir les animateurs, comment ils s'en sortent, beaucoup mieux que les journalistes qui tirent toujours le diable par la queue. Alors que... quels animateurs. C'est à peu près ça la difficulté. Quand on est allé chercher des disques jokers dans les boîtes de nuit, dans les coladera, pour venir en faire des animateurs de radio ou de télévision, j'ai dit que là vraiment, c'est la catastrophe. Je ne jette pas l'opprobre sur eux. Ils ont leur métier, ils n'ont qu'à rester dans le cadre d'exercice de leur métier. Mais l'animateur en radio ou en télévision, c'est un autre profil. C'est un autre public. C'est une autre préoccupation, une autre attitude. Mais comment vous pouvez aller prendre un disjockey dans une boîte de nuit? Ce que cela veut dire, faire danser les gens dans une boîte de nuit, faire détendre, faire jouer les gens dans une boîte de nuit, ou bien dans un coladera, ou bien dans une surprise partie de quartier, amener ce monsieur à la radio ou à la télévision pour lui dire de faire une émission de radio ou une émission de télé, même si c'est de la variété. Mais une émission de variété ou de télévision ou de radio, c'est autre chose. C'est du journalisme musical. C'est du journalisme culturel. Et cela veut dire que ça respecte les mêmes normes que ce que le journaliste apprend à l'école au CESTI, par exemple. C'est notre école de référence. Ou bien à l'école même de la vie, tout court, dans les grandes rédactions. Les règles auxquelles les journalistes sont soumis, ce sont ces mêmes règles que sont soumis les animateurs de radio et de télévision. Parce qu'en général, les animateurs de radio et de télévision, ce sont d'abord des journalistes bien formés et qui savent ce qu'est leur métier, là où ils vont chercher l'information auprès des artistes. L'information qu'ils vont recueillir auprès des artistes, auprès des comédiens, la manière dont ils vont les traiter, la manière dont ils vont les diffuser, c'est la même démarche que l'information que va collecter un journaliste auprès des politiques, auprès des sportifs, auprès des sociaux, éducatifs, ou auprès des économistes pour venir le traiter et le diffuser. C'est la même chose, c'est la même démarche, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est dans la posture, l'attitude ou le style. Parce que le style du journal n'est pas la même chose que le style de l'animation. Moi, je vous le dis, j'ai été d'abord un animateur des programmes avant d'être journaliste. J'ai été journaliste de radio, j'ai taquiné un tout petit peu la télévision, mais j'ai beaucoup plus taquiné la presse écrite. Et maintenant, je taquine le web. Et je suis formateur en même temps. Et j'ai toujours dit ici que souvent, on oublie de faire notre propre introspection. Comme disait quelqu'un, un de nos confrères, nous, journalistes, nous aimons parler des autres, nous aimons critiquer les autres, mais nous n'aimons pas qu'on nous critique. Mais nous ne sommes pas des saints. Mais quand on traite l'information publique, quand on traite l'information sociale, quand on s'adresse à la société, mais on a le devoir
de reconnaître que cette société a un regard sur nous. Et en portant ce regard sur nous, il a des critiques, il a des avis à émettre. Nous devons les écouter. Nous devons les écouter et faire sienne ce que ces gens-là nous disent. Mais faire des observations à des journalistes, ce n'est pas forcément seulement des critiques malsaines ou des critiques négatives. Mais ça peut être des critiques objectives, des critiques positives qui peuvent nous permettre de nous remettre en cause. Or, notre métier est par excellence un métier de remise en cause perpétuelle. Comme j'ai toujours l'habitude de dire aux étudiants que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, le journaliste, il est toujours à l'école. Il est toujours en formation. On n'est jamais définitivement un journaliste parce que chaque jour que Dieu fait, on apprend. Jusque dans la tombe, on apprend. Donc, il faut faire preuve d'humilité dans ce métier-là. Il ne faut pas avoir la grosse tête. Quand on a la grosse tête, on ne peut pas faire ce métier-là. Et ça, c'est clair. Donc, il faut que nous-mêmes, nous fassions une certaine introspection. Je dis que ça ne se fait, je dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait, mais il faut pousser davantage. Parce que, comme je l'ai dit, les hommes politiques, le gouvernement, la société civile, les populations ne sont pas nos ennemis. Pas du tout. Nous ne sommes pas leurs ennemis, ils ne sont pas nos ennemis. Nous devons nous entendre, nous sommes tous dans la même barque. Et c'est important qu'on puisse s'écouter. Voilà, Pathé, un mot. Enfin, moi, je pense que Kadiali a tout dit. Il faut que nous soyons des journalistes. Mais si chaque journaliste a son... On dit que chaque journaliste maintenant a un guéram. Bon, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui, là, moi, quand on dit, on se montre à la télé, mais nous avions des primes d'habillement. Nous avions des primes de salissure. Comment comprendre qu'un journaliste vienne devant une télé et dit non, ça c'est du griotisme. Si maintenant on fait du griotisme social, nous sommes une société, nous sommes une profession qui est plus griot que journaliste. Et puis bon, c'est comme ça. Voilà, on aurait dû, c'est tellement intéressant j'aurais voulu continuer pour prendre toute l'heure, mais là on est obligé de changer de sujet pour parler donc de l'union des associations des élus locaux. Donc vous voyez venir pour parler donc de l'élection de Alioune Sall, le frère du président de la République, qui est maire de Guédiawaye, président de l'association des maires du Sénégal. Excusez du peu, donc finalement ça a soulevé un tollé le lendemain de son élection, au point qu'il a décidé même de jeter l'éponge. Mais on a vu que peut-être avec le soutien de certains de ses homologues, je ne sais pas dire de ses pairs, il a décidé hier de revenir sur sa décision. Alors un mot sur ça, M. Kadiakité. Cela nous ramène toujours au sujet précédent, parce que Alioune Sall a eu à attaquer la presse. En disant que s'il est mal perçu aujourd'hui, c'est un peu à cause de la presse. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Mais il faut creuser pour savoir pourquoi Alioune Sall a eu cette attitude à l'égard de la presse. C'est un journaliste. D'abord, c'est un journaliste de profession, donc, et ensuite, il est devenu un homme politique. Et s'il se met à attaquer ses anciens confrères, mais c'est qu'il y a peut-être une raison. Il ne faut pas tirer sur lui comme ça à boulet rouge sans savoir pourquoi il a eu à émettre cet avis-là. Il faut essayer de creuser et savoir. Parce qu'en fait, le fort du journaliste, c'est que chaque fois qu'il y a un phénomène qui jaillit, il faut l'étudier avec la tête froide, avec du recul. Le propre du journalisme, c'est de toujours prendre le recul par rapport à un événement. Quand on ne peut pas prendre du recul par rapport à un événement, on est un mauvais journaliste. Le journaliste ne s'implique pas. Il prend du recul pour analyser et sortir les faits réels, même s'il doit les commenter. C'est des faits qu'il commente, mais ce n'est pas sa pensée qu'il commente. Ce n'est pas son opinion qu'il commente, mais c'est les faits qu'il commente. S'il analyse, c'est les faits également qu'il commente. C'est pourquoi les faits sont sacrés pour le journaliste. Alors, dans le cas d'Alioune Sall, moi je ne me fais pas l'avocat d'Alioune Sall, je ne me fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais je me dis qu'il y a comme une sorte de psychose Karim Wade et Abdoulaye Wade qui persiste encore dans la cosmogonie sénégalaise. Vous savez, si on remonte un peu plus loin, Senghor a eu Adrien Senghor dans son gouvernement. Pendant longtemps, personne n'en a fait un gros problème. Abdou Diouf a eu Magatte Diouf. Pendant longtemps, personne n'en a jamais fait un problème. Abdoulaye Wade est venu au pouvoir avec Karim Wade, ça a été un tollé. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi avec Senghor, Diouf, ça n'a pas posé de problème, et avec Wade, ça a posé des problèmes. Mais parce que les cas ne sont pas similaires. Pour chaque cas, il faut l'étudier pour ce qu'il est. Moi, je pense que si on a cette démarche-là, on fera moins d'amalgame
et moins de confusion. Tout le monde sait que Abdoulaye Wade, pendant toutes les années de braise qu'il a vécu dans l'opposition, personne n'a jamais entendu parler de Karim Wade. Il est arrivé au pouvoir, Karim Wade est arrivé dans ses bagages, à la présidence de la République comme conseiller. Et puis à un moment donné, bombardé jusqu'à devenir un super ministre. Et tout ça par la volonté de son papa. Par la volonté de son papa. Et qui plus est, qu'il a toujours dépeint comme le meilleur fils du Sénégal. Et ça a pénétré la psychologie des Sénégalais. Il y a des personnes qui l'ont admis, mais il y a des personnes qui ne l'ont pas admise. Ça, il faut faire la part des choses. Il y en a des gens qui sont d'accord avec cette conception d'Abdoulaye Wade, de son fils. Il y en a qui ne sont pas d'accord de cette présentation d'Abdoulaye Wade de son fils. Aliou Sall. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, Aliou Sall, il s'est battu avec son frère pendant l'opposition. Il est arrivé. Il s'est battu politiquement sur le terrain, même si il a l'aura de la présidence de son frère. Il s'est battu quand même, tout le monde l'a vu se battre jusqu'à obtenir ce qu'il a obtenu. C'est ça, en fait. Il a obtenu un mandat électif. Il a obtenu un mandat électif. Et en obtenant ce mandat électif également, les textes qui régissent ces structures-là, d'après ce que j'en ai entendu parler, moi je n'ai pas vu les textes, je ne les ai pas lus, donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais d'après ce que j'ai lu dans les médias, il semble que les textes le permettent. Parce que pour être président de l'UAL, il faut être ou président de l'association des maires ou président de l'association des élus locaux. Et il est l'un de ces deux. Mais s'il postule et que les gens ont confiance en lui et qu'ils le choisissent, mais où se trouve le problème? Le problème, c'est que, comme j'ai dit, il y a la psychose Karim Wade Abdoulaye Wade qui est là et qui fait que maintenant, tout ce qui lui ressemble, on tape dessus comme quoi c'est la même dérive qui se présente, alors que voilà. Ce n'est réellement pas le cas. Il faut faire le discernement entre ces deux éléments. Très bien, voilà le cas Aliou Sall, donc c'est la psychose Karim Wade. Non, c'est pas ça. La psychose Karim Wade, parce que, vous savez, le cas Aliou Sall est intéressant dans la mesure où, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas le candidat de Macky, encore moins celui de Marième Faye Sall. S'il est élu, c'est malgré l'opposition du frère et de la dame. Parce qu'il paraît que la dame élit, vous avez tous entendu un certain ministre dire que s'il est ministre, c'est grâce à la dame. Le problème qui se pose, c'est parce que peut-être par veulerie, les gens pensent faire plaisir au président en élisant son frère. Bon, on sait comment ça s'est fait à Guédiawaye. Vous savez, à Guédiawaye, au début, les gens avaient dit non. Il y a même de hauts responsables, en tout cas de la mouvance présidentielle, tout le monde, même les maires, délire le frère du chef d'État M.E. accent grave R.E.S. qui aujourd'hui sont la mère du gosse au niveau local, s'était opposé à son arrivée. Bon, il a fait campagne, il a sorti les moyens, parce que c'est des moyens aussi, il a sorti de gros moyens. Il s'est fait élire. En démocratie, quand quelqu'un est élu, il faut respecter le choix des citoyens. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'égalité de départ. Parce que quand on connaît les adversaires de Aliou Sall au niveau local, et quand on sait que ces adversaires ils ont l'oreille du président, on peut penser que Aliou Sall n'était pas le candidat du président. Maintenant, il est nommé maire, il est maire pour la durée de son mandat, sauf incident majeur. Et étant maire, il peut être maire des maires. Ils se sont enfermés là-bas, ils se sont enfermés quelque part, ils ont négocié, il est devenu maire. Parce que c'est des négociations de couloir. À l'UAL, c'était la même chose. Ben, l'UAL, je pense d'ailleurs, c'est plus une question intellectuelle, parce que l'UAL a été créé, il faut le savoir, à l'initiative du Canada. Parce que chacun allait, parce que si la coopération décentralisée est du ressort des communes, il faut aussi qu'on parle d'une seule et même voix, qu'on se comprenne tous et qu'on mutualise les efforts et les idées pour faire mieux. C'est ce que leur a proposé le Canada.
Et je pense que peut-être ils se sont dit le gosse, parce qu'au vu de son parcours, on peut penser qu'il a quand même quelques idées, qu'il a quand même il a eu des préjugés favorables. quelques audaces, il a quand même les moyens d'avoir les moyens de la politique des communes et des départements. Il a été élu. Je pense que poser le problème de l'élection de Aliou Sall, c'est poser un problème politique. Il faut le poser selon les textes qui régissent l'association des maires, selon les textes qui régissent l'UAL. Est-ce qu'il est membre de cette association? Même quand on fait une assemblée générale dans les mouvements associatifs et élective, il faut être membre d'abord, être à jour de ses cotisations et être mandaté. Est-ce qu'il remplissait ces conditions? Je pense que c'est sur cette base qu'il faut poser le problème. Il faut qu'on arrête de voir Aliou Sall comme le frère du président. Ça, il n'y peut rien. Adrien Senghor avait plus de moyens, avait plus de pouvoir que Karim Wade. À l'époque, ça n'a pas posé problème. Il n'y avait pas que Adrien Senghor d'ailleurs dans le gouvernement de Wade. Ses neveux, ses cousins, ses fils y étaient. Pierre Senghor était maire, Adrien Senghor était là-dedans, il y avait d'autres qui n'avaient pas le nom Senghor et qui étaient dans le gouvernement. Avec Abdou Diouf, il y avait Maguette Diouf, avec Wade, il y avait... Le problème, c'est que la tolérance qu'on avait entre 60 et 80 n'est plus la même aujourd'hui. Sinon, Wade ne serait pas parti. Sinon, Karim ne serait pas en prison aujourd'hui. Sinon, Karim aurait été vice-président. Vous comprenez? Donc, il y a une intolérance de la société qui n'accepte plus des choses assez faciles et qui lui semble sortir de l'ordinaire. Semble sortir de l'ordinaire parce que la société estime qu'il n'y a pas une chance de départ, que tout le monde n'a pas la même chance d'être dans la proximité du président ou dans la proximité de la première dame pour être ministre, maire, président du conseil d'administration. Et c'est ce refus de la société qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas parce qu'il est le frère d'eux, c'est parce que on n'a pas, nous, face à lui, la même chance d'avoir le même poste à compétence égale. C'est-à-dire, à compétence égale, il a un plus. Et c'est ce plus que la société ne veut plus accepter. Comment dire, dans la société, il y a une frange qui est en avance sur l'autre. Il y a une frange qui est encore... La société est toujours en avance sur le politique. Oui. Voilà. Donc nous allons terminer donc, par le Burundi pour un peu parler de l'actualité internationale avec ce qui s'est passé. Doyen Kadiali, on a l'impression que les dirigeants africains ne retiennent jamais la leçon. Après ce qui s'est passé en 2011 au Sénégal, le 23 juin, après ce qui s'est passé au Burkina Faso, voilà donc... le président burundais n'a rien compris, n'a rien vu venir jusqu'à ce coup d'État manqué. Donc, moi, le résumé que je peux faire de cette situation, c'est que dans beaucoup de contrées d'Afrique, la démocratie n'est pas encore véritablement installée. Parce que si c'était le cas, on ne serait pas encore à l'étape de comment s'installer au pouvoir et comment y rester. Et comment le quitter aussi? Non, on ne pense même pas à comment le quitter. On ne pense qu'à comment y aller et comment y rester. Voilà, justement. Et c'est ça le fond du problème. Mais il faudrait peut-être penser comment quitter le pouvoir aussi. Mais ça, il faut franchir cette étape-là. On n'a pas encore franchi cette étape au niveau des démocraties, des soi-disant démocraties africaines. Absolument. Parce qu'on ne sait pas quitter le pouvoir. Même chez nous, au Sénégal, où on a une certaine avance, quelque part, il y a des gens encore qui ne savent pas quitter le pouvoir. Il y a plus forte raison des pays qui n'ont pas atteint le niveau que nous avons atteint. Je ne dis pas que nous sommes en avance sur beaucoup de gens. Nous sommes en avance sur certaines personnes, d'autres sont en avance sur nous, ainsi va la vie. Mais je dis, jusqu'à présent, en Afrique, il y a des contrées où la démocratie est encore à cette étape-là. Et c'est là où le bas blesse. Et ensuite, pour le cas du Burundi, le cas spécifique du Burundi, je pense que... il y a eu également une certaine cacophonie au niveau des instances internationales qui fait que les uns et les autres ont mal interprété.
Parce qu'au moment où Nkurunziza était en Tanzanie, il y a eu le coup d'État, enfin la tentative de coup d'État. Ouais. Il y a eu une levée de bouclier contre le coup d'État. Alors qu'il y avait déjà une levée de bouclier contre son troisième mandat. Alors, allez interpréter ça, les gens n'y comprennent rien du tout. Lui, personne ne voulait qu'il se représente. Tout le monde voulait qu'il organise sa sortie pour laisser le pouvoir à d'autres personnes qui vont compétir. Et en ce moment, puisqu'il refusait de jouer à ce jeu-là, il y a d'autres qui ont dit, bon, puisqu'il tient à y rester par la force, malgré ce que les gens disent, il veut y rester par la force, et c'est la force qui peut le faire quitter. Donc il y a une force qui s'est présentée pour le faire quitter, et automatiquement, on a tapé également sur cette force-là. Alors on n'y comprend rien, les populations n'y comprennent rien, et ce sont ces populations désemparées, et même les militaires entre eux, qui ne s'entendaient pas, eux-mêmes, ils étaient même un peu désemparés les uns face aux autres, les insurgés contre les loyalistes. Bon, voilà, il y a un problème là. Voilà, comme dit Kadiali, en Afrique, on sait comment chercher le pouvoir, on sait comment y rester, mais on ne cherche jamais comment quitter le pouvoir. Il y a deux choses dans le cas burundais. Nkurunziza est une injure à l'opinion publique internationale. Le Burundi a été en guerre pendant 10 ans. On a réussi à mettre tout le monde autour d'une table, parce que les guerres finissent toujours autour d'une table, et à mettre sur papier des accords, les accords d'Arusha. Ces accords limitaient la présence du chef de l'État à la tête du pays. C'était 2 mandats. Point à la ligne. Et c'est lui qui a voulu donc aller au-delà. C'est la communauté internationale, avec l'accord de la communauté internationale, qu'on a eu donc la paix et qui s'est installée. Si, après 2 mandats, il veut un 3e, et que la communauté internationale laisse faire, que cette communauté n'est pas crédible. Ça, c'est le premier point. Les gens qui se sont un peu emmêlés là où on ne comprenait pas, c'est parce que aussi, il y a 2 choses. On ne fait pas, et là ça le Burundi a vérifié la Gambie, on ne fait pas la démocratie avec le fusil. On n'installe pas la démocratie avec le canon. On l'a essayé en Gambie, ça n'a pas marché. On l'a essayé au Burundi, ça n'a pas marché. Et ça a réussi par contre au Burkina. Quand les populations se lèvent pour exiger le départ de Blaise est parti. Quand les populations se sont levées le 23 juin au Sénégal pour demander le retrait d'une loi qui leur semblait être une loi parricide, le pouvoir a reculé. Il n'y a pas eu d'armée. On n'impose pas la démocratie par les armes. Et je pense que c'était un peu l'erreur des militaires. Et ce flottement, que les mêmes populations, hier, quand les militaires se sont rendus, les populations ont manifesté. Ce matin, quand Nkurunziza est arrivé, ses partisans, et la presse a bien dit les partisans, mais les populations manifestent toujours. Et parce que l'opposition avait appelé à poursuivre les manifestations. À poursuivre les manifestations. Et les manifestations se poursuivent. Donc, si la communauté accepte, et les États-Unis le disent dans des termes diplomatiques, qu'un 3e mandat à Nkurunziza serait une déstabilisation pour le pays. Le pays est déjà déstabilisé par l'annonce du 3e mandat. Mais les gens ont cette habitude. Il faut se souvenir qu'il y a un pays aussi où on avait dit au président, vous faites la transition, et à la fin de la transition, il dit au fond, ce n'est pas la communauté internationale qui décide, ce sont les Guinéens. Et vous savez ce qu'il en est advenu. Donc je pense qu'en résumé, c'était Dadis Camara. En résumé, il faut que la communauté soit juste par rapport à l'Afrique. Parce que ça, c'est seulement en Afrique que ça se fait. On ne peut pas comprendre qu'aux États-Unis, c'est 2 mandats, c'est 2 mandats. Obama ne peut pas faire réviser la Constitution pour imposer un 3e mandat. Pourquoi Nkurunziza au Burundi peut le faire malgré l'intervention. Ou bien Kabila au Congo. Kabila au Congo, et on leur a tous dit. Donc il faut comprendre que la déstabilisation va continuer. Nkurunziza, candidat, Nkurunziza sera liquidé. Comme on a cherché à liquider. Le problème, c'est que chaque fois qu'on a essayé d'imposer la démocratie par les armes,
le principal concerné était à l'extérieur. Le plus sage, c'est de l'avoir, de l'exécuter et de proclamer voilà, merci, la démocratie. merci. Le temps qui nous était imparti est terminé. C'est dommage, on aurait pu continuer encore si on avait des temps, mais c'est dommage. Peut-être la prochaine fois, on va poursuivre le débat. Merci donc à M. Kadiali Diakité. Il est journaliste, donc observateur, hein? Observateur politique, formateur. Merci à M. Patembodj. Il est sociologue, journaliste, analyste politique. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de Walf TV FM. Passez un excellent week-end avec les programmes de Walf TV FM.